Bonjour, bonjour à vous et merci de nous suivre sur Poly TV. Et merci encore de suivre ce premier numéro de Poly TV, l'émission Regard sur les temps actuels. Alors pour aujourd'hui, je ne suis pas seule, je vous rappelle que nous sommes live sur notre chaîne YouTube. Alors je vais seulement vous demander une chose, partagez le lien de ces lives sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter et invitez vos proches, vos amis à nous suivre aussi. Alors, je suis Ruth Omar à la présentation de cette émission et je ne suis pas seule aujourd'hui. J'ai un invité, c'est un homme sage, je l'appelle un homme sage, le professeur Kamana. Il est le directeur des recherches à l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs Pôle Institute. Bonjour professeur. Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Alors, sur ce plateau, nous avons quelques jeunes qui vont aussi intervenir et dire ce qu'ils pensent de la jeunesse d'aujourd'hui et aussi par rapport à la démocratie. Alors pour commencer, professeur Kamana, j'ai une petite question par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est en train de militer pour une nouvelle société. Alors comment analysez-vous cette lutte? Comment analysez-vous l'idée de la démocratie au sein de la jeunesse dans leur lutte? Les jeunes sont, comme beaucoup de jeunes africains, aujourd'hui préoccupés par l'état réel de la gouvernance dans nos pays. La gouvernance au sens global du terme, c'est-à-dire la gestion de l'économie, la gestion de la politique, la gestion de la culture et la manière dont nos pays, depuis nos indépendances des années 1960, comment nos pays fonctionnent. Est-ce qu'ils avancent? Est-ce qu'ils reculent? Sommes-nous contents de la manière dont nos pays sont gérés? En quoi croyons-nous véritablement en tant que citoyens? Et les jeunes, ces dernières années, dans notre pays, ici en République démocratique du Congo, comme partout en Afrique, vous sentez qu'ils vibrent avec de nouveaux désirs de changement. C'est le désir de transformation sociale que l'on a vu, par exemple, en Égypte, en Libye, en Tunisie, au cours des printemps arabes. Mais on a vu aussi au Burkina Faso, avec les citoyens, on a vu au Sénégal avec Y'en a marre, on a vu en Guinée, on le voit en Côte d'Ivoire. On sent que ça bouge de partout, que les jeunes veulent une rupture avec tout ce qu'on a vécu dans nos pays depuis l'indépendance. Parce que depuis l'indépendance, si nous nous souvenons bien, tout a démarré par des grandes utopies de liberté. Et puis, les pouvoirs militaires se sont imposés partout, instaurant des dictatures souvent féroces. Et particulièrement dans notre pays, nous avons eu 32 ans d'une des dictatures les plus sanguinaires du monde. Et après ce temps, on a cru que s'ouvrait une belle période de démocratisation de l'Afrique. Malheureusement, après l'euphorie des conférences nationales partout en Afrique, on voit petit à petit revenir les pouvoirs dictatoriaux. Et quand on parle de démocratie, c'est souvent des démocraties de comédie, des démocraties de caricature ou des démocraties de salive, tout simplement, et sans qu'on cherche à savoir ce qu'on veut exactement. Or, les jeunes s'élèvent aujourd'hui pour que la démocratie puisse devenir un chemin, mais un chemin qu'il faut qu'ils pensent par eux-mêmes. Et c'est ces chemins-là que nous essayons tous ensemble à l'université alternative de tracer en pensant une rupture avec tout l'ordre que nous avons vécu dans notre pays
et un renouveau qui permette à notre pays de penser la démocratie selon la vision que les jeunes voudraient en avoir. Et c'est là que les débats s'instaurent. Les débats, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils entendent exactement par démocratie et quelle démocratie ils veulent. Et derrière les mots et ces étincelements dans nos imaginaires, qu'est-ce qu'on veut exactement voir. Or, sur ce point-là, il est frappant de regarder les logiques des combats des jeunes dans notre pays aujourd'hui. Et c'est là que commencent à se poser les problèmes. Ce qui me frappe, moi, personnellement, en tant qu'adulte, travaillant avec les jeunes, observant leur mode de pensée, et leur mode de désir et leur principe de connaissance de la société, je me rends compte que la première logique qui frappe, c'est un peu la logique d'opportunisme. Que beaucoup de jeunes se lancent dans la recherche de la démocratie par pur opportunisme, comme si c'était le chemin pour entrer dans les cercles du pouvoir où ils seraient remarqués par certains hommes politiques qui leur donneraient autour d'eux des places de conseillers, des places de ministres dans le gouvernement, et de telle manière qu'une fois qu'ils sont à ces places-là, ils commencent à penser exactement comme ce contre quoi ils se sont battus. Et cette logique d'opportunisme est au cœur de beaucoup de combats de nos jeunes et chez beaucoup de leaders que je rencontre. Mais il y a une autre logique à côté de la logique d'opportunisme, c'est une logique de fantaisie, où des jeunes croient que le combat pour la démocratie, c'est un jeu où il faut s'agiter, organiser des manifestations, des sittings, provoquer les pouvoirs publics, se faire arrêter de temps à autre, exiger qu'on parle d'eux, surtout dans les pays occidentaux qui veulent surtout avoir une certaine image de nous, comme des dictatures qui dominent, qui soumettent les jeunes, qui les empêchent de prendre la parole. Alors, les jeunes entrent dans ces jeux-là comme par fantaisie. Et quand on les arrête, des radios occidentales, on parle d'eux, et puis les jeux finissent par là, parce qu'on en a parlé, on existe, parce qu'une radio occidentale a parlé de ce qu'ils font. Et ça, c'est de la fantaisie. Et il y a une démocratie de fantaisie qui est dans les combats des jeunes. C'est une deuxième logique. Une troisième logique qui me frappe, c'est la logique du fétichisme. Le fétichisme, c'est de croire que les mots font la réalité. Quand vous avez dit démocratie, vous pensez que vous avez réalisé la démocratie. Vous pensez que vous vous battez pour la démocratie, alors que vous vous battez pour un mot. Et le mot qui est souvent vide. Et cette phraséologie vide, qui ne creuse pas les choses en profondeur, me frappe aussi dans certains de nos jeunes et dans les combats qu'ils mènent. Et quatrième logique qui me frappe, c'est la logique de la violence. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans les groupes armés et qui sont, parce que, disent-ils, ils sont en lutte pour la démocratie. Ils veulent instaurer l'ordre démocratique, mais par les armes, par l'insécurité. Et dans notre pays, aujourd'hui, il y a tellement de groupes
des groupes armés qui sont entre les mains des jeunes au nom de la démocratie, alors que de démocratie, ces jeunes ne savent absolument rien. Mais la violence devient comme une manière d'être, une manière de s'affirmer, et d'autres jeunes entrent dans les mêmes processus et des perspectives s'auto-génèrent. Et il y a des rébellions qui se créent partout. Ici, dans le Nord Kivu, où nous nous trouvons, c'est une logique très, 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 très visible. Et la dernière logique qui me frappe, c'est la logique du pessimisme aussi. Les jeunes parlent de la démocratie à partir de l'hypothèse que nous sommes incapables de démocratie. En disant, oui, nous les Congolais, nous ne sommes pas faits pour la démocratie, nous aimerions bien avoir un pouvoir fort, hein, qui puisse au moins mettre de l'ordre partout. Et nous croyons, même les adultes commencent à y penser. Regardez ce que nous sommes en train de vivre maintenant, quoi, pour pouvoir arriver à sécuriser notre région. Eh bien, on pense à l'état de siège. C'est la logique du pessimisme, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire autre chose qu'entrer dans l'ordre militaire pour arriver à un ordre qui serait l'ordre de la démocratie. C'est ça que je relève dans leur esprit. Mais ça, c'est parler seulement de la face négative de la recherche démocratique que les jeunes ont amorcée dans nos pays. Mais il y a une dimension positive. S'il vous plaît, professeur, mais parlant de toutes ces logiques que vous venez d'expliquer, ne serait-ce pas un moyen pour les jeunes de pouvoir un peu se retrouver, se situer quelque part par rapport à la crise que le pays traverse sur tous les plans? Par exemple, parlant de la logique du pessimisme, nous avons eu plusieurs expériences. Les jeunes ont vu des expériences dans le passé au point qu'ils se disent que peut-être qu'une telle situation ne peut pas changer dans les pays. Alors, ils vont avec ce qu'il y a. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les jeunes, quand même, ils cherchent à se retrouver et aller de l'autre sens de la démocratie? Bon, ils cherchent à se retrouver, mais pour se retrouver, encore faut-il être sur le bon chemin. Mais ce bon chemin existe. C'est la dimension positive des luttes qui leur ont permis de prendre la parole aujourd'hui. Parce que si les jeunes prennent la parole aujourd'hui, c'est parce que des gens sont morts pour qu'ils prennent la parole. Et dans notre pays particulièrement, c'est parce que en 82, 13 parlementaires se sont levés contre l'ordre de Mobutu et ont créé l'UDPS comme deuxième parti politique. C'est cela qui a fait comprendre aux jeunes qu'on pouvait attaquer l'homme léopard qui était Mobutu et affirmer que la démocratie était un chemin pour le pays. Et beaucoup de jeunes qui sont entrés dans l'UDPS ont pris la parole parce que ces adultes-là les ont lancés sur ce chemin. Mais il faut alors comprendre que ce qui était en jeu, c'était le progrès social. Et la bataille, ce n'était pas la bataille du verbe, c'était la bataille de la transformation sociale. Et on peut se demander maintenant, est-ce que les jeunes sont dans la bataille de la transformation sociale par des projets concrets qui soient des projets de changement, non seulement de discours, mais des changements d'attitude et de création, je dirais de souffle de créativité parce qu'on veut faire autre chose. Ça, c'est le premier chemin. Et il y a des jeunes qui ont pris ce bon chemin. L'autre chemin, c'est si vous avez le souvenir des années 1990. Ce sont les années caractérisées par un groupe qui s'est appelé le groupe Amos. Le groupe Amos, c'était le groupe des chrétiens, des jeunes chrétiens, avec l'abbé José Mpundu, qui était la figure centrale. Et
là, c'était de faire comprendre que la démocratie, ce n'était pas seulement les principes hérités des démocraties occidentales, par exemple de l'état de droit, hein, l'alternance, le contre-pouvoir, tous les discours que l'on reprend tout simplement comme ce qu'on a entendu dire. Non, il y avait quelque chose de nouveau dans le groupe Amos, c'était de comprendre que la démocratie exigeait la reconnaissance d'une transcendance de certains principes qui exigeait que le Congolais se réfère à quelque chose de supérieur à la vie de tous les jours. C'est pour cela que ce sont les églises qui se sont engagées là-dedans. Et on a vu les marches des chrétiens. Par exemple, la marche du 16 février, mais c'était une marche avec des chapelets, avec la Bible, avec des chants religieux. Et tout cela pour affirmer que la démocratie exigeait des valeurs et des valeurs de transcendance et des valeurs de solidarité et des valeurs qui nous remettaient nous-mêmes dans nos traditions des ancêtres, qui n'étaient pas des traditions de dictature, mais c'était des traditions de solidarité pour construire une autre société. Beaucoup de jeunes se sont lancés dans cette dynamique-là. Et ça, c'était une bonne voie. La troisième dynamique dans laquelle des jeunes se sont aussi engagés, c'est la dynamique des mouvements citoyens. Et les mouvements citoyens sont devenus des mouvements de contestation, mais aussi des mouvements de résilience pour montrer que nous sommes capables, nous Congolais aujourd'hui, avec les jeunes qui se mobilisent, nous sommes capables non seulement de contester, mais de montrer notre pouvoir de résilience et d'engagement sur la voie de la renaissance africaine. Et là, ça devient non seulement un problème congolais, mais c'est un problème de toute l'Afrique, de tous les jeunes qui cherchent maintenant à créer des réseaux de contestation, des réseaux de créativité et de pouvoir ainsi, par exemple, ce que Kémy Séba a fait pour l'Afrique de l'Ouest en luttant contre les francs CFA. Mais ça a été repris ici au Congo et les jeunes se sont lancés dans cette bataille de la liberté économique. C'est la même chose, la contestation des troisième mandats hein, en Côte d'Ivoire ou en Guinée. On a vu les jeunes Congolais se lancer dans cette direction et exiger aussi qu'il n'y ait pas de troisième mandat pour le président Kabila. Et ces mouvements citoyens, c'est une autre manière d'insérer les utopies d'une démocratie, mais qui soit une démocratie pensée par les Africains, imaginée par les Africains, et qui ouvre des perspectives pour l'Afrique. Et ce n'était pas une démocratie copiée, collée, mais une démocratie de la créativité. Il y a des jeunes qui sont sur cette dynamique. Alors si vous saisissez bien, nous sommes sur la voie où les logiques négatives que j'ai commencé à désigner sont combattues par les logiques positives pour arriver à une démocratie, non pas seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique à partir des valeurs culturelles africaines et de l'ouverture de l'Afrique à tout ce que le monde peut avoir de positif pour nous et de ce que nous avons de positif pour l'ensemble de l'Afrique et du monde. C'est comme ça que les problèmes se posent et nous sommes aujourd'hui dans cette lutte-là. D'accord. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous ne sommes pas seuls sur ce plateau de Poli TV. Il y a quelques jeunes de l'université alternative. Alors, je veux prendre la réaction de certains jeunes qui sont ici sur place. Je commence par Hubert. Oui, merci beaucoup, professeur, pour la présentation. Dans votre article, l'imaginaire politique et les combats des jeunes pour une nouvelle société en République démocratique du Congo, quelque part, vous vous inscrivez dans les débats que j'appelle le plus souvent les débats dualistes, parce qu'il y a une tendance qui pense qu'il faudrait aller avec la démocratie dans sa conception classique, et d'autres jeunes qui pensent plutôt qu'il faudrait
peut-être avoir une démocratie africaine qui sera basée bien sûr sur des principes traditionnellement africains. Et dans votre article, vous dites que de ces deux points de vue, il y a des orientations qui sortent clairement. Et donc ma question serait de savoir quelles sont les orientations qui y sortent. Et la deuxième question, c'est par rapport aux logiques. Vous avez développé des logiques négatives autour de cette terminologie démocratie. Je voudrais que vous puissiez aussi nous parler un tout petit peu des logiques positives, parce que vous avez dit même dans votre présentation que les logiques négatives sont anéanties par un courant de logiques positives. En fait, on voudrait aussi comprendre ces logiques positives. Et la dernière question... Si on peut aller d'abord avec les deux questions. Ah, ok, merci. Oui. Bon, il faut dire d'abord que dans la manière dont nous pensons à la démocratie aujourd'hui, les vrais problèmes pour nous, Africains, c'est de savoir à partir de quelle base de fond, à partir de quel limon nous sommes appelés à penser le concept de démocratie chez nous. Vous parlez de la démocratie classique, mais la démocratie classique nous renvoie directement à la Grèce antique. Et la Grèce antique, cette démocratie tant vantée, on oublie que c'était une démocratie d'élite, avec des gens qui étaient des citoyens reconnus comme citoyens parce que une grande partie de la population était composée d'esclaves. Et ces esclaves travaillaient pour permettre à une certaine élite de vivre dans l'aisance et de pouvoir alors parler des principes démocratiques, mais qui n'étaient pas pour les pauvres. Est-ce que la démocratie à l'occidental a changé sur ce point-là? C'est la démocratie des pays occidentaux qui s'affirment comme des démocraties parce qu'il y a toute une partie du monde qui travaille pour les sociétés occidentales. C'est ça la signification de l'esclavage chez nous. Nous avons travaillé pour que la démocratie occidentale s'affirme, s'organise, mais sur la sueur et le sang de nos ancêtres. Est-ce que, quand nous disons démocratie, nous pensons que nous voulons avoir une partie de notre peuple qui serait l'élite et l'autre partie qui serait des esclaves, comme dans la Grèce antique? C'est non. Alors, nous devons commencer à dire, puisque les principes que nous admirons dans la démocratie occidentale sont des principes que nous croyons être universels, il faut alors qu'ils soient applicables par tous et pour tous, aussi chez nous. C'est ça la dimension que nous réclamons. Que ce soit non pas une démocratie d'élite par rapport à des esclaves, mais une démocratie pour tout le monde. Ces principes-là, on ne les remet pas en cause. Mais ce que nous remettons en cause, c'est quand, par exemple, dans les milieux occidentaux, un président comme Jacques Chirac disait que la démocratie, c'est un luxe pour les Africains. Les Africains sont habitués à des dictatures. Alors, il faut qu'on soutienne ces dictatures. C'est ce qu'on a fait depuis notre indépendance jusqu'au début des années 1990. On a voulu soutenir les militaires. Et les militaires sont venus au pouvoir parce qu'ils étaient soutenus par les démocraties occidentales. Aujourd'hui, nous disons non. Alors, on nous pose la question, et vous cherchez alors votre démocratie où? Eh bien, nous la cherchons là où la Grèce l'avait cherchée, c'est-à-dire dans l'Égypte pharaonique, là où les principes de vie étaient les principes fondés sur la Ma'at, c'est-à-dire le règne du juste, le règne du bien, le règne du beau, hein, et le règne des relations humaines harmonieuses. Tout cela que la Ma'at représente, c'est aujourd'hui, en termes modernes,
c'est le règne de la science, c'est le règne de l'écologie, c'est le règne des droits humains et c'est la capacité de construire des sociétés où tout le monde puisse se sentir à l'aise dans les relations avec les autres. Et ça, c'est de chez nous. Et nous cherchons là où les Occidentaux l'avaient cherché. Et nous retrouvons maintenant toute notre histoire pour pouvoir penser une démocratie africaine à partir des valeurs africaines contre ce qui s'est vécu comme démocratie d'élite par rapport à ce que nos ancêtres ont subi et que nous continuons de subir jusqu'ici dans l'organisation mondiale de l'économie, de la politique et même de la culture mondiale aujourd'hui. Ça, c'est la réponse à votre première question. Mais la dernière question, justement, quelles sont les orientations positives? Les orientations positives, c'est de dire, nous voulons aller vers une démocratie intégrale qui a comme base l'Afrique dans son ensemble. C'est le panafricanisme et la renaissance africaine comme chemin pour pouvoir considérer tous les Africains comme une seule unité. C'était la bataille de Cheikh Anta Diop. C'était la bataille de Nkrumah. C'était aussi la bataille de Kadhafi. Et c'est la bataille de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans les mouvements panafricanistes ou afrocentristes. C'est cela l'horizon. Et cet horizon, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi l'horizon de la démocratie d'altermondialisation. Tout ce qui ne marche pas dans notre monde d'aujourd'hui, dans l'ordre économique, comme dans l'ordre politique, comme dans l'ordre culturel, comme dans l'ordre géostratégique, il faut que nous le changions en fonction d'une démocratie intégrale qui serait aussi non seulement panafricaine, mais aussi une démocratie mondiale. Alors, professeur, parlons de cette démocratie intégrale. Est-ce que vous pensez que l'Afrique, les pays africains pourront y arriver si on regarde un peu, disons, l'intervention ou bien la contribution de l'Occident dans la gouvernance de certains des pays africains, si je peux les dire ainsi? Il faut d'abord éviter un peu ces mots Occident. Je l'ai utilisé, mais je l'ai utilisé en sachant ce que je veux dire. Il n'y a pas deux blocs, hein, l'Occident et puis l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de multilatéralisme où ce qu'on a appelé l'Occident, comme ce qu'on a appelé Afrique, ne peuvent pas se concevoir sans, par exemple, la Chine, sans l'Inde, hein, sans les pays, les BRICS, sans d'autres zones du monde, d'autres pôles de puissance aujourd'hui qui entrent en jeu pour qu'on repense les relations. Donc, nous ne pouvons pas penser notre relation rien qu'avec avec l'Occident. Il faut d'abord savoir que cet Occident, quand on dit nous, Occident, nous avons aussi là-bas beaucoup de cet univers-là qui sont dans nos luttes, qui sont avec nous, qui pensent comme nous et qui veulent changer le monde selon les valeurs en lesquelles nous avons notre confiance. Donc il y a un inter-Occident-Afrique qui constitue un autre pôle pour lutter contre les forces, je dirais, du mal. Et ce sont ces forces du mal que vous avez en esprit quand vous dites les Occidentaux interviennent. Ils interviennent parce qu'il y a aussi des Africains qui sont parmi les forces du mal en lien avec d'autres forces du mal qui sont là-bas. Nous sommes dans un monde maintenant où les forces du bien et les forces du mal combattent. Et c'est la démocratie, c'est l'ensemble des forces du bien contre les forces du mal, des forces de l'humanité contre les forces de la dictature. On pourrait même dire des forces du bien, ou même plus exactement des forces de la bonté, comme les forces maléfiques, les forces de Dieu contre les forces de Satan. On pourrait arriver à un dualisme de ce type-là. Et c'est ces combats-là
nous sommes tous dans une perspective où partout dans le monde, il faut chercher les forces qui sont de notre côté pour pouvoir créer cette démocratie mondiale, mais qui serait la démocratie de la victoire sur les forces de destruction de la société. Merci beaucoup, professeur Kamana. Je vais prendre une autre réaction. D'accord, merci pour la parole. Je suis Eliane Feza. Alors, professeur, je vous ai bien suivi lorsque vous étiez en train de parler que les jeunes sont assoiffés du changement positif. Et c'est là où vous avez fait recours à la notion de la démocratie. Alors, professeur, je voulais savoir, pensez-vous que pour accéder au changement positif de nos communautés ou nos pays, il nous faudra seulement recourir à la démocratie? Ou pensez-vous qu'il n'y a pas un autre moyen qu'on peut utiliser pour accéder à ces changements positifs sans toutefois recourir à la démocratie? Vous prenez la démocratie comme un mot et vous concluez qu'il faut se débarrasser de ces mots pour trouver peut-être d'autres mots qui nous permettraient de penser autre chose. Mais la démocratie, ce n'est pas un mot. Hein. C'est l'expression de désirs les plus profonds de l'humanité entière pour pouvoir vivre comme humanité. C'est l'autre mot pour dire humanité. Et cela s'attaque à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, détruisent l'humanité de l'homme. Partout où l'humanité est écrasée, on va parler démocratie. Ça veut dire on va lutter contre les forces qui écrasent. Partout où, comme en Afrique, les populations, les peuples souffrent de faim, souffrent de famine, souffrent de dictature. Nous disons démocratie, c'est l'autre mot pour désigner ces réalités-là. Mais ce n'est pas seulement des mots, c'est des actions pour que la réalité change fondamentalement. Or, en Afrique, nous avons tendance à nous accrocher aux mots et puis à l'accrocher à la civilisation occidentale. Et voyant ce que l'Occident a fait dans notre propre histoire, nous refusons de croire qu'il y a un autre Occident qui est avec nous pour pouvoir construire le rêve d'une humanité nouvelle. C'est cela la démocratie, ces rêves-là. Et entrer dans ces rêves, ce n'est pas pour pouvoir dire est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la démocratie pour pouvoir, osons les mots, nous développer. Parce que c'est de cela qu'il s'agit dans nos pays aujourd'hui, lier la démocratie au développement. Mais la question ne se pose pas en ces termes-là. La question, c'est de savoir tout ce qui est fait pour qu'un être humain soit un être humain véritablement. Pour qu'une société humaine soit une société humaine véritablement. Est-ce que nous pouvons l'accomplir chez nous ou pas? Est-ce que nous pouvons l'accomplir avec les autres dans le monde entier ou non? Et si nous disons que nous devons le faire, alors nous affirmons que la démocratie, c'est le principe pour dire ces choses-là. Et c'est un ensemble, non seulement des mots, mais c'est un ensemble de pratiques. Et ces pratiques-là, nous devons les accomplir chez nous. Parce que ce sont des pratiques vitales pour une vie qui soit une vie de bonheur partagé. Et c'est, je dirais, la démocratie, c'est l'autre nom du bonheur. Et le bonheur, vous savez, c'est que ça signifie parce que nous sommes obligés de vivre toujours en fonction de cette perspective de bonheur. Et il faut que le bonheur soit partagé. Merci beaucoup, prof. Une autre réaction, vous allez me dire votre nom et aussi poser votre question. Merci beaucoup de la parole. En fait, je suis Christophe Amissi. Je suis un jeune qui fréquente les programmes d'université alternative. Professeur Kamana, merci pour votre exposé. Il a été vraiment profond.
Et merci surtout à la réponse que vous venez à peine de donner à Eliane. J'ai un peu l'impression de n'avoir plus de questions. Néanmoins, il y a un doute qui persiste. Démocratie ou bonheur, quel terme faudrait-il employer aujourd'hui pour décrire l'idéal le plus profond? Déjà que aujourd'hui, pour parler de la démocratie, on se réfère à l'Occident. Aujourd'hui, pour parler de la liberté d'expression et de tout ce que la démocratie implique, on le conçoit au modèle occidental. Pourtant, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des systèmes aujourd'hui qui ne prétendent pas être démocratiques, mais qui vivent ces bonheurs-là. À l'instar du Rwanda, par exemple, enfin, je ne vais pas dire qu'ils vivent les bonheurs, tout comme je ne vais pas dire qu'ils ne le vivent pas, mais pratiquement, on sent qu'ils sont en train de vivre un certain développement pas fréquent en Afrique. J'ai récemment entendu un analyste occidental, j'étais son nom, qui a taxé le président Magufuli comme étant un président antidémocrate. Tout simplement avec tout ce qu'il a, il a développé comme théorie et tout et tout. Alors ma question, c'est de savoir concrètement, la démocratie telle que vous la concevez, vous, comme étant les bonheurs partagés, devons-nous la concevoir au modèle occidental ou au modèle même de valeurs qui nous sont propres en tant que peuple africain? Merci. Cessons de nous référer à ce que vous appelez le modèle occidental. Référons-nous à ce qui fait fondamentalement l'humanité de l'homme. Qu'est-ce qu'il faut à un homme pour affirmer qu'il vit heureux sa vie, qu'il est heureux d'être dans une société et de vivre dans cette société en s'épanouissant comme un être humain. Et ça ne renvoie ni à un modèle occidental, ni à un modèle asiatique, ni à un modèle rwandais, ni à un modèle congolais. Non, c'est au plus profond de nous-mêmes. C'est que nous cherchons à vivre. C'est cela que nous devons, nous, désigner par le terme démocratie. Ça veut dire, je dirais comme nos musiciens. Hein. Il y a un orchestre congolais, je crois que c'est l'orchestre de Bozi, le ministère Boziana. Hein. À un certain moment, ils chantent et ils disent « nous sommes bien ». Oui, hein, tout dit bimpa. Nous sommes bien. Et ils dansent, mais rien qu'en disant « nous sommes bien ». Si nous sommes capables, dans notre pays, là, chacun d'entre nous de dire « nous sommes bien, je suis bien », etc., nous sommes dans la réalité de la démocratie. Et il ne faut pas, à ce moment-là, nous renvoyer à un autre modèle qui existerait et que nous devions appliquer avec des principes. Le principe, c'est être bien, être à l'aise, être épanoui, et construire une société d'épanouissement, de relations, d'harmonie entre les personnes et entre les sociétés. Et rêver du monde où cette vision-là, ce serait la vision d'humanité véritable. À ce moment-là, je crois que tout ce qu'on discute sur démocratie occidentale, démocratie africaine ou démocratie, non, il y a des principes d'humanité, mais il y a des principes, et ces principes-là, nous pouvons les trouver chez nous. Parce que quand vous dites Occident, je vous ai dit, vous vous reportez à la Grèce. Et je vous ai dit, si c'est cela la démocratie, ce qui s'est vécu en Grèce antique, eh bien, c'est de l'illusionnisme. Parce que créer une petite partie, une petite élite de la société qui vit bien par rapport à une masse qui est écrasée, si vous appelez ça démocratie, donc moi je ne vois rien qui pourrait être importé dans nos sociétés. Non, il faut aller au plus profond et chercher l'humanité de l'homme dans les principes des bases que nous trouvons dans notre humanité et que nous pourrions trouver même en Occident, même en Asie, et affirmer que là, les gens sont bien. Or, dans notre monde d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un pays où tout le monde pourrait dire qu'il vit bien. Et là, si vous ne les trouvez pas partout,
des gens qui puissent affirmer qu'ils vivent bien, c'est que les combats de la démocratie, il faut encore le relancer pour que le monde entier soit dans cette situation-là. On est bien. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Les débats deviennent de plus en plus intéressants, mais malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Gardez vos questions pour vous. Vous pouvez même les mettre, les mettre en commentaire sur notre page Facebook, Poly Institute, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Mettez vos questions et vos commentaires dans la place de commentaires, bien sûr, et nous pourrons aussi y répondre. Merci beaucoup, professeur Kamana, d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, pour ce tout premier numéro de l'émission Regard sur les temps actuels, nous arrivons à la fin. Et merci à vous de l'avoir suivi. Alors, à la prochaine.